Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier! Salut mon cher Théo! Et on va clôturer ce mois comme tous les autres avec notre saga Bowie dont c'est déjà le 7e épisode Gauthier. On avait laissé notre bon David en 77 avec la sortie de Low, considéré comme le premier album de la fameuse trilogie berlinoise. Rappelons à toutes fins utiles que cet album n'a de berlinois que le style puisqu'il a été enregistré au château d'Hérouville dans le Val d'Oise. Mais dans l'épisode de ce jour, on traverse le Rhin pour de bon Gauthier en compagnie de David Bowie bien entendu. Mais également de ces deux larrons Tony Visconti et Brian Eno qu'il n'a pas oublié de prendre dans les valises. Et on va se pencher sur les deux autres albums de la trilogie berlinoise, à savoir Heroes et Lodger. Et comme d'habitude, on va faire le plein d'anecdotes, notamment liées aux diverses expérimentations de cette sympathique troupe. Mais je vous propose qu'on se plonge dans le bain directement en s'écoutant l'un des tubes de Bowie donnant son titre au deuxième album de la trilogie. C'est bien entendu Heroes. Can swing, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Vous êtes bien sur Radio Présence les amis, vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui c'est jour de saga Bowie et on est en pleine trilogie berlinoise. Alors Gauthier, on n'en a pas parlé dans la précédente émission mais c'est pourtant une question qui se pose.
Pourquoi avoir choisi Berlin comme point de chute? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut quitter Los Angeles en toute priorité, Certes. où David Bowie s'est bien cramé au sens propre et figuré du terme. Mais aussi, surtout parce que David Bowie, à l'époque, commence à développer une passion pour la culture en allemande. On a parlé du krautrock, qui avait influencé dès Station to Station sa musique. Mais aussi pour l'expressionnisme allemand. Heinrich Heckel, par exemple, un des tableaux d'Heinrich Heckel va inspirer la pochette de The Idiot ou de Heroes dont on parle. Et aussi, on en avait parlé de cette passion un peu malsaine que David Bowie avait développée à l'époque pour le nazisme et pour on va dire l'iconographie du nazisme. Et puis aussi parce que Lou Reed, son pote, qui est jamais très loin, on avait parlé de sa passion pour le Velvet Underground, mais aussi par le fait que David Bowie avait produit son excellent Transformers. Non, si, c'est Transformers. Je le rechercherai. Lou Reed, à cette époque, vient de pondre un album concept autour de la ville de Berlin, qui est sorti en 73, le fameux Berlin. Voilà, et puis en plus, David Bowie a senti qu'en Allemagne, et à Berlin plus particulièrement, il est en train de se passer quelque chose culturellement. Et le bougre, pour sentir les vibes culturelles, il n'est pas le dernier. Et justement, en parlant de contraste, le contraste Est-Ouest qu'on a entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, est-ce que Bowie n'est pas devenu champion du monde de grand écart à cette période? Parce que passer du soleil californien à la fraîcheur, pour ne pas dire la froideur berlinoise, ça n'a pas dû être aisé pour lui. Si, absolument. Et le côté industriel aussi de Berlin, tu le dis, effectivement, mural, architecture brutale, etc. Il va chercher cette influence qu'on retrouve dans sa musique. Effectivement, on est quand même très très loin de ce qu'il composait aux États-Unis encore il y a quelques mois, voire quelques années. Il cherche en fait à dire ça. Il le dira lui-même. En fait, Berlin, c'est le pot de pisse le plus vil du monde. C'est dangereux, c'est spartiate, c'est très bizarre. Et puis, alors une autre citation de lui quand il va emménager au 155 Hauptstrasse, justement, donc à Berlin. Il dira: Berlin est le centre de tout ce qui est en train d'arriver et qui arrivera en Europe dans les prochaines années. Il a senti que Berlin allait devenir la capitale un peu culturelle, qu'elle allait devenir dans les années 80, 90, etc. en Europe. Il renie complètement la mauvaise période de Los Angeles, donc comme tu le disais, qu'on a évoqué il y a un mois ou deux, et c'est pas si mal donc finalement. Du coup, tu le rappelles, la ville était coupée en deux, et c'est donc à Berlin-Ouest que Bowie décide de se poser. Dans l'édito, je parlais de Visconti et de Brian Eno. Il y a un troisième loulou que j'avais oublié, Gauthier. Et oui, on l'avait dit qu'il avait emmené de sa cure de désintox à Los Angeles parce que les deux étaient en train d'essayer de se sortir de la drogue. Spoiler alerte, ça n'a pas du tout fonctionné. Il amène avec lui Iggy Pop et il prend le temps de lui pondre un petit album, pas des moindres, et le fameux tube qu'on connaît tous d'Iggy Pop, à savoir la chanson de Lust for Life, Théo, qui ouvre le fameux film Trainspotting, of course. Ah, c'est vrai. Bah, bien sûr, c'est la meilleure scène. Allez, petit coup de Lust for Life, ça te le rappellera, va. Et donc ils se mettent en coloc, David Bowie et Iggy Pop, et ils ne partagent pas que la liste de courses, mais donc également les compositions, ce qui a du bon pour cet album culte donc de l'Iguane, Lust for Life. J'en reviens à notre trio magique, Gauthier, qui ont quand même pour but de faire une suite à Low. J'imagine que l'enregistrement de ce nouvel album, que sera Heroes, se fait dans la continuité de ce qu'était Low, à savoir un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel et surtout un bon trip d'expérimentation. Alors prenons un exemple très simple sur la chanson Heroes que vous avez entendu tout à l'heure, mythiquement connue de David Bowie. Visconti, donc à la manette de production, va avoir une idée, par exemple. Il va dans le studio placer différents micros à différents endroits et des micros qui se déclenchent, on va dire, à certains moments des chants certaines distances. À certaines distances, à certaines puissances vocales de David Bowie. C'est-à-dire que pour qu'il atteigne, on va dire, le deuxième micro qui est passé un peu plus loin, il va falloir qu'il chante plus fort. Voilà, exactement. Ça va créer ce son très particulier de la chanson Heroes. Réécoutez-la, vous verrez qu'en fait, on n'entend pas tout le temps la voix de David Bowie au même endroit dans le casque et pas tout le temps avec la même amplitude et tout. Et bien parce qu'en fait, le mec chante dans 3 micros différents qui sont à 3 endroits différents dans la pièce. C'est fort ça, n'empêche. Ils expérimentent. C'est ingénieux. C'est ingénieux, ils expérimentent. On en avait parlé à l'époque, Théo, je pense il y a 2 ans, notamment pour les Pixies qui reprendront ça en enregistrant leur premier album dans une sorte de garage avec les micros super loin pour avoir un effet très noisy, un peu dégueulasse. Et ben voilà, Visconti est en train d'inventer ça au moment où il compose Heroes.
D'accord. Et donc, en parlant des chants d'ailleurs, c'est toujours Bowie qui écrit ? Alors c'est toujours Bowie qui écrit, mais au fur et à mesure, parce que les paroles lui viennent en grande partie quand ça vient, quoi, parce qu'il y a plus du tout l'idée de rentrer en studio comme il avait pu le faire pour enregistrer des chansons qui étaient prêtes. Ouais. Là, on débaroule, le studio est un lieu de jeu, et notamment pour un Bowie qui s'en contrefout un peu des paroles et qui parfois chante ce qui lui passe par la tête au moment où ça vient. D'accord, ouais. C'est pas des paroles qui sont préparées, Pas plus que ça. On y va, On y d'accord. va. Ben ouais, quand le talent est là, faut pas se forcer. Comme sur le précédent album, on a une face A qu'on peut qualifier d'accessible et une face oui. B un peu plus conceptuelle, Gauthier. Trois fois rien. Le tout, bien entendu, composé avec des méthodes de moins en moins conventionnelles. Ouais, alors on en avait un peu parlé pour l'eau, mais alors là c'est Brian Eno pour la peine. Visconti va inventer des trucs un peu de prod, d'enregistrement, et Brian Eno lui va Faire du Brian Eno. voilà, Ouais. faire le reste. On se retrouve donc effectivement sur la deuxième partie de l'album où par exemple pour composer des chansons, on va tirer des cartes sur lesquelles il y a marqué des thèmes de composition, Mhm. et en fonction des cartes qu'on tire, on doit composer. Ça devient réellement et à proprement parler un jeu Un cadavre exquis, presque. complet. Ouais. Alors effectivement, tu le dis très justement, mon cher Théo, ça donne une deuxième phase de l'album qui est parfois un peu dur à s'envoyer, mais bon, ça fait partie de l'expérimentation. On a des Moss Garden, par exemple, avec les petites guitares japonaises. Le futur Scary Monster n'est pas très très loin. Et on a par exemple aussi la très étrange V2 Schneider, donc hommage au... C'est les fusées. Ouais, c'est les fusées. D'accord. Hommage aussi à la composition krautrock de Kraftwerk, c'est-à-dire quasiment électro, avec des longues plages un peu électroniques. Bon voilà, sur les faces B, on s'éclate. On essaie de faire un album sur la face A, et puis après, c'est open bar. On l'avait dit pour l'eau, mais je crois que la face B de l'album est 2 ou 3 fois plus longue que la face A, quoi. Ouais. Et le résultat est là, Gauthier. Et Heroes n'est pas que la suite de l'eau, c'est presque son miroir. C'est son miroir parce que tu l'as dit très justement, en fait, il est organisé un peu de la même façon en face A, face B, et c'est un peu tout ce qu'il y a de l'eau, mais presque encore plus radical, encore plus métallique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'eau a été composée en France, on l'a dit, alors que là, on est en plein Berlin, et Heroes, à bien des égards, on pourrait le considérer, est un lot poussé encore plus loin, quoi. Voilà, et encore plus inventif. On se marque une petite pause. Avec The Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Rassure-toi, mon cher Théo, c'est la face A.
Il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, Gauthier, sur cet album, c'est que la bande s'est encore agrandie avec un nom, si ce n'est prestigieux, tout au moins talentueux. Très prestigieux, c'est Robert Fripp. Alors ça vous parle peut-être pas trop, mais c'est l'une des guitares, si ce n'est la guitare du groupe King Crimson, qui à l'époque aussi est en train de merveilleusement percer en révolutionnant une partie du rock psychédélique notamment, et qui va venir apporter le son très particulier de ces guitares un peu métalliques, qui est fait vraiment l'un des côtés mémorables de Heroes et sa signature. La légende dit que Fripp est passé en studio en 6 heures, qu'il a enregistré toutes ses parties en solo instantané, puis qu'il est reparti, ciao, merci, bonsoir. C'est fort. Il était pressé, il n'avait pas grand chose à faire à Berlin. Là aussi, quand le talent est là, il suffit de le cueillir. Ouais. Et du coup, Bowie va repointer le bout de son nez d'un point de vue médiatique, parce qu'il faut quand même assurer la promotion de cet album. Où est-ce qu'on le retrouve, Gauthier ? Mais chez Drucker, c'est ce bon vieux Michel Drucker, mon gros cher Théo. Qui était déjà là, Gauthier, il y a 50 ans. Qui était déjà là, je suis pas sûr qu'il écoutait The Beauty and the Beast, puisqu'il était fan de Céline Dion et d'Enrico Iglesias, mais enfin, qui avait pas composé grand chose à l'époque au demeurant, mais non. Quoique peut-être, Rico peut-être que Michel Drucker était vraiment très très punk à l'époque, faudrait peut-être lui demander. Qui le sait. On sait pas. Il ne passe pas que chez Drucker, il remonte même sur scène d'ailleurs, dans une démarche toujours à contre-courant, parce que je vous rappelle qu'on est en 77, donc en plein avènement du punk, justement comme on le disait. On en est loin là, non Gauthier ? C'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement à une époque où on est en train de péter des guitares sur scène, de porter des fringues débraillées et de hurler dans des micros, David Bowie, lui, comme d'hab, un coup d'avance. Il remonte sur scène pour faire la tournée de Station to Station. Il a déjà fait 2 albums entre-temps, mais c'est pas grave. Ça va trop vite. Et il apparaît blazer élégant, chemise boutonnée, chantant sans effort, à l'antithèse de tout ce que les punks sont en train de proposer. Mais oui, parce que notre ami a toujours un coup d'avance. À titre indicatif, petit caprice de star aussi, alors que son fils vient d'Honnête, il veut lui faire un cadeau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enregistre Pierre et le Loup. Ça va être amusant. Tu l'as entendu ça ou pas ? Ouais. Et tu l'as sur iTunes notamment. Ouais. Et alors ? Ouais, c'est amusant. Mais du coup, il chante pas, puisque c'est Pierre et le Loup. Pierre et le Loup en anglais, moi j'ai Pierre Perret. C'était Pierre Perret qui avait enregistré Pierre et le Loup, la version qu'on connaissait quand on était enfant. Non, c'était Gérard Philippe. Gérard Philippe, ouais. Voilà, mais j'avais celle-là en tête. Et, mais bon, elle existe. Mais j'aime bien le petit caprice de star, je veux faire un cadeau, je t'enregistre Pierre et le Loup. Bon. Et après je t'offre un hélicoptère. Tu veux qu'on s'écoute Joe the Lion, non, enfant ? Non, on va pas avoir le temps mon cher Théo, D'accord. Alors, je reste sur la trilogie berlinoise, Gauthier, si l'on parle voilà, si on parle de trilogie, c'est qu'il y a bien un 3e album qui complète le diptyque donc dont tu parlais, Low Heroes, et cet album, Gauthier, c'est Lodger. Il sort en 79, mais avant de le sortir, il a fallu l'enregistrer. Alors comment est-ce que ça s'est passé ? On est toujours à Berlin ? En Suisse. C'est pour ça que ça a été délocalisé, Berlin. En fait, c'est pour ça que la trilogie berlinoise n'a de berlinois que le nom. En fait, Low a été fait en grande partie en France, Lodger en Suisse. En fait, il y a que Heroes qui a été fait à Berlin. En Berlin. Et en fait, comme on en avait parlé lors de la précédente émission, il faudrait bien plus parler de trilogie Bowie, Eno et éventuellement Visconti, mais qui a toujours été là, plus que de trilogie berlinoise. Et donc on part en Suisse pour changer de cadre, et en fait on change pas tellement le délire de composition. Alors Brian Eno, toujours à la baguette. Raconte-nous ça. pour un album un tout petit peu plus sage, qui continue à avoir des idées un peu étranges. Alors là, il avait eu l'idée de mettre des accords sur un tableau, et en fait, il avait une baguette, il pointait des accords aux gens, et au fur et à mesure, il composait. Il devait les jouer comme ça. Et voilà, au pif. Et il y a un moment ou un autre, ça faisait bien des mélodies. Écoute, hein. D'accord, et les musiciens étaient plutôt circonspects. Oui, ils étaient circonspects, mais on rappelle encore une fois, on en avait parlé avec Station to Station et les albums précédents, mais en fait, à cette époque-là, avec Almovar notamment, il s'est entouré, David Bowie, d'une team, entre guillemets, qui vient de la musique noire américaine, soul, funk, et qui a l'habitude d'être en studio comme ça, c'est-à-dire d'improviser, de faire des gros buffs de 2-3 heures, et puis on voit dans ce buff de 2-3 heures s'il y a quelque chose qui est des jams plus, qui en sort. Bon, donc c'est vrai que Brian Eno, ils ont dû dire il est un peu taré, mais pourquoi pas, après tout, ça peut fonctionner. C'est vrai que c'est quand même un personnage à part, ce Brian Eno, indéniablement talentueux, mais tout aussi barré que doué. Gauthier, j'ai peur que ce soit contagieux d'ailleurs, ça. Oui, parce que David Bowie s'y met aussi. Bon, c'est là où tu te dis que certes les albums sont peut-être un tout petit peu difficiles à écouter de la trilogie berlinoise, particulièrement Low et Heroes en face B, mais quand tu te dis le délire, renseignez-vous cette période, mais le délire ça a dû être en studio de créativité, d'originalité et tout. Alors un autre exemple pour Lodger, c'est l'album quasiment le plus calme, la chanson Move On. Alors la chanson Move On, c'est simple, c'est David Bowie qui va mettre par erreur les bandes de son succès, All the Young Dudes,
Woods qu'il avait composé sauf erreur de ma part pour Mode de Hoople. Et puis en fait en le passant à l'envers il va dire ouais ça va, ça passe pas mal. Et donc il va en refaire une chanson qui est Move On. Pourquoi pas. Si vous écoutez Move On et que vous écoutez All the Young Dudes et vous dites bizarre, ça ressemble, oui c'est la même chanson mais À l'envers. À l'envers. Et quel est le rendu du coup de Lodger? Parce qu'on a toujours une face A abordable, une face B plus expérimentale. Non. Non Alors c'est globalement un album qui est moins bon que les deux précédents. Mais qui est plus cohérent. Mais qui est largement plus cohérent, plus D'accord. pop aussi, donc plus facile d'accès, plus classique. On est en train un peu de passer les dingueries, on va dire, artistiques des deux précédents albums. Bowie est en train de se calmer et Bowie est déjà en train de faire à nouveau une mue. C'est très chiant, à chaque émission il fait une mue mais il recommence. Et voilà, c'est probablement pas plus mal qu'il se calme, et comme Pour on l'a toi. souvent ouais, c'est vrai que Beauty and the Beast là ça m'est un peu resté en travers, comme on l'a souvent répété, Bowie donc est en mue perpétuelle, et donc c'est encore le cas sur cet album. On approche de la fin de l'émission, Gauthier, il serait peut-être bien de faire un petit bilan de cette trilogie berlinoise. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, ce qu'on en retient, si tu me permets très rapidement par rapport à Lodger, Allez, en fait, rapide. si vous l'écoutez, vous verrez, c'est la transition déjà vers le prochain album qui sera Scary Monster, quelque chose de beaucoup plus pop. Donc Bowie vient vers quelque chose à nouveau entre guillemets un peu plus commercial, mais tout en gardant de sa trilogie berlinoise des petits gimmicks, des facéties. On en reparlera avec Scary Monster, mais Scary Monster c'est pop, mais avec quand même des sons un peu particuliers. Il s'ouvre déjà aussi à la world music avec African Night Flight. Enfin voilà, il est déjà en train de partir dans un autre truc. Alors, pour répondre à ta question, Théo, pour l'influence de la trilogie, en fait, c'est simple. Au moment, encore une fois, où tout le monde est en train de commencer vaguement à composer du punk, David Bowie, lui, est déjà passé au post-punk, à lui tout seul. Il a inventé la production froide, les synthétiseurs, la fusion entre le punk, le pré-punk, entre guillemets, des Stooges et la musique électronique de Kraftwerk. Et un hommage qui est rendu à ça, et peut-être par le plus grand groupe et le premier groupe de post-punk de l'histoire, à savoir Joy Division, à l'influence absolument monumentale. C'est ce que j'allais te dire, en fait, il a presque inventé la New Wave. Ah mais complet. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde est en train d'inventer un nouveau style musical, lui il est déjà passé au suivant. Mm. Voilà, bon. Et il a déjà 4 à 5 ans d'avance. Et Joy Division, donc le premier nom du groupe de Joy Division, c'était Warzawa. En fait ça veut dire Varsovie en polonais. Et Warzawa c'est un hommage à une chanson de David Bowie qu'on retrouve sur la face B. En face B, Théo, pas pour toi, mais en face B de l'eau du premier album. Donc même Joy Division, quand il commence à apparaître, a comme idée de rendre hommage immédiatement à David Bowie, qui a 3 ans ou 4 ans au préalable posé toutes les bases de ce qui serait effectivement le post-punk et la cold wave parmi tous les mouvements du post-punk. Ok. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en retournant sur Heroes et en écoutant la 5e piste, Blackout. Je vous rappelle que... Blackout, Théo, je me permets une toute petite aparté. Vas-y, dis-moi. Plus grande chanson de David Bowie probablement, et probablement l'une des 10 plus grandes chansons de l'histoire. Alors, par rapport à Oasis, à Slide Away et à Talk Tonight, Ah bah non, tu le situes où? Slide Away c'est merveilleux, mais c'est pas du niveau de Blackout. Blackout c'est... Ah, il y a un podium. Blackout, il y a un podium. Eh bien, écoutez. Dans mon cœur, c'est la plus grande chanson de David Bowie. Pour que ce soit la plus grande chanson de David Bowie, si tu veux, t'es quand même... Ouais, non, c'est une chanson absolument exceptionnelle. Je suis désolé parce que ça, c'est un peu particulier aux oreilles. Hein, ça reste la trilogie berlinoise. Mais pour ceux qui en auront l'occasion, réécoutez-la. Vous allez voir le génie rythmique, mélodique de ce mec. Enfin, On va pas pouvoir l'écouter en entier si tu continues. Ok, dépêche-toi alors. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. T'étais pressé. Ciao. Salut.